Écrire est une aventure, publier en est une autre. De nombreux écrivains amateurs essaient tant bien que mal de se faire publier par des éditeurs locaux ou internationaux. Certains, malheureux, malchanceux, ne voient jamais leur livre apparaître dans les rayons d'une librairie. Il y en a d'autres qui, après quelques temps, quelques luttes, après insistance, finissent par être acceptés, se faire publier. C'est à peu près l'histoire de Charles Peumont qui vient nous présenter aujourd'hui Diablesque, le manuscrit censuré. Bonjour Charles Peumont. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle saison. Merci beaucoup Serge. C'est également un plaisir de recevoir un grand auteur en même temps grand animateur que je découvre. Alors, je suis animateur pour l'instant, on oublie la posture d'auteur. Un grand auteur. Et, enfin, je veux dire, les métiers sont transversales. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs métiers. Et donc, il est bon de savoir qu'on a un animateur qui est en même temps à la fois un lecteur et un auteur. Donc, je crois que merci beaucoup. On ne refuse pas les honneurs. Merci. Alors, merci pour l'honneur. Alors, le manuscrit censuré, j'oublie Diablesque pour l'instant, parce que je pense que c'est deux histoires différentes. On a l'histoire du manuscrit en lui-même, le recueil nouvelle, c'est deux histoires, le manuscrit en lui-même, et puis l'histoire des différents récits qui jalonnent ce recueil-là. C'est un récit de jeunesse que vous décidez de publier près de 20 ans plus tard. Pourquoi? Et je vais quand même vous étonner, c'est intrinsèquement lié. C'est parce qu'il y a Diablesque que c'est le manuscrit censuré. Et donc, plusieurs années après, on le sort, ce recueil de nouvelles, qui a son histoire. L'histoire a été écrite entre mes classes de seconde et de terminale, au lycée classique d'Abidjan. Et à l'époque, j'étais déjà lecteur dans une maison d'édition. J'ai proposé le manuscrit et l'ensemble des lecteurs a décidé que l'ouvrage devait être publié. Mais vous savez, la décision de publication d'un ouvrage revient à l'éditeur. L'éditeur a dit, c'est vrai que le livre est bien écrit, mais je ne peux pas le publier en l'état. Il faudrait absolument qu'on le publie sans Diablesque, sans la nouvelle Diablesque, pour des raisons on en parlera dans un instant. Dont on parlera dans un instant. On comprendra les raisons. Et je dis, où on publie le manuscrit, enfin, où on publie le livre en entier, avec Diablesque, ou on ne le publie pas. Et cette aventure nous a conduit chez au moins 3 autres éditeurs nationaux et 2 éditeurs internationaux, avec la même rengaine. J'ai dit, moi, j'estime que en matière de littérature, le dit est un prétexte pour le dire. En d'autres termes, c'est l'écriture qui est l'art pour lequel nous nous engageons en tant qu'écrivains. Donc, si vous ne reprochez pas à Diablesque une dimension littéraire et que c'est le fond qui vous choque parce que vous ne comprenez pas l'allégorie, alors on ne publiera pas. Donc, voilà, c'est pourquoi on a dit manuscrit censuré. Censuré parce que tous les éditeurs voulaient censurer la nouvelle éponyme. Et donc, c'est une histoire qui a duré sur 1989 jusqu'à 2019, je pense. 2019. Et donc, on a dit, à partir du moment où la dimension littéraire n'est pas en cause, ben, on publie l'ouvrage. Mais on a pris le soin de préciser le manuscrit censuré, parce que tous ceux qui ont lu le livre ont dit, c'est bien écrit, mais qu'est-ce que Diablesque fait dans ce livre? Avant d'entrer dans le cœur du livre, de parler de Diablesque, parce que c'est le récit d'abord qui donne son titre au recueil, on va rester toujours dans le processus d'écriture de ce manuscrit-là. Vous étiez très jeune, on est très surpris, c'est des récits très bien écrits, il faut le dire. Vous étiez très jeune et vous décidez de ne pas toucher à un seul mot des différents récits. Vous ne réécrivez pas le texte. Pourquoi? Pourquoi vouloir conserver alors que j'imagine qu'entre les récits de jeunesse et maintenant, il y a eu de la maturité? Il y a une certaine maturité, mais vous savez, c'est un peu comme les premières amours. Il y a un parfum de jeunesse, un parfum de naïveté, mais aussi un parfum de projection. Il y a une dame qui, je ne sais pas si je peux dire son nom sur l'émission, une grande, Madame Kofi Bernadette Akissi, qui est écrivaine, qui a dit, mais Peumont, j'ai lu ton texte, tu écrivais déjà bien. J'ai dit oui, parce que je lisais beaucoup. Pour bien écrire, il faut prendre le pli de lire beaucoup. Et c'est un petit conseil au passage que je donne aux jeunes auteurs qui veulent publier. Ils veulent écrire des ouvrages, mais ils ne sont pas friands de lecture. Il faut lire les grands auteurs, il faut lire les grands classiques. Cela va permettre d'impacter votre écriture de manière qualitative. Elle m'a dit, mais en lisant Diablesque, je me suis dit, comment un jeune homme de 16 ans peut avoir une telle imagination? Mais justement, quand on est jeune, on a beaucoup d'imagination. On a beaucoup d'imagination et je pense que si on laissait les imaginations et les imaginaires des jeunes s'exprimer,
le monde entier va en tirer un profit. Parce qu'il y a de la révolution dans la façon de voir le monde vu sous l'angle d'un adolescent qui n'a pas d'autres responsabilités, il n'a pas une famille à nourrir, il n'a pas une famille à protéger. Et donc, son imagination s'ébranle plus facilement. Et donc, je pense que je l'ai écrit, je l'ai senti. J'ai écrit cet ouvrage en écoutant de la musique. Une musique qui était interdite au Vatican. C'était une musique du groupe Enigma. Le titre, c'est Sadness. Sadness que vous avez dû connaître. Hein. Oui. Voilà, Sadness, qui avait été interdit, même une musique qui avait été interdite par le Vatican. Et au moment où j'écoutais cette musique, l'image de Diablesque est arrivée et voilà, l'histoire s'est déclenchée. On garde le secret de Diablesque, on va en parler. C'est un récit dont il faut parler. J'imagine que les lecteurs, ceux qui ne l'ont pas encore lu, il faut le faire, accourir vers toutes les librairies et acheter Diablesque. Vous verrez de quoi on parle. Mais avant Diablesque, entre Diablesque et le manuscrit censuré, il y a un trait d'union, c'est John Camus. John Camus. Ce récit est un long dialogue avec John Camus. Un long dialogue avec John Camus. John Camus. John Camus, c'était un ami que j'ai connu au lycée moderne de Toumaudi. Quand je suis arrivé en 6e au lycée moderne de Toumaudi, en 1981-82, l'année scolaire 81-82, j'ai rencontré un certain nombre d'aînés qui étaient en seconde, première, terminale. Parce que j'ai toujours voulu avoir des amis dans les classes beaucoup plus avancées. Et donc, John Camus, c'est quelqu'un qui admirait déjà, parce que moi j'écris depuis le CE2, donc qui admirait les textes que je leur avais soumis. Et donc, quand je suis arrivé en seconde et que nous étions à Abidjan, donc le lycée classique d'Abidjan, et lui, il travaillait déjà. Et donc, j'ai été le voir avec le manuscrit et il a dit, mais écoute, comment toi tu peux imaginer des choses comme ça pour un jeune homme? Et donc, je lui ai dit, bon, je vais t'expliquer. À ma prochaine visite, je vais t'expliquer. Mais en fait, vous savez, à l'internat, on sortait les premiers et troisièmes samedis du mois. Parce que moi, j'ai fait l'internat de la 6e à la terminale. D'abord au lycée moderne de Toumaudi, ensuite au lycée classique d'Abidjan. Et donc, on a pris rendez-vous pour que je puisse lui expliquer à ma sortie suivante de l'internat. Et malheureusement, j'arrive, il est décédé. Et donc, moi, je vais imaginer ce dialogue entre John Camus, décédé, et Charles Peumont, vivant, pour expliquer la genèse de chaque nouvelle, parce qu'il s'agit d'un recueil de 15 nouvelles. Et donc, c'est aussi une manière de rendre hommage à John Camus, parce que dit que je l'ai beaucoup aimé et que je ne voulais pas qu'il tombe dans l'oubli. C'est vrai que le monde entier ne l'a pas connu, parce qu'il n'avait pas un talent particulier, mais le fait que le jeune auteur que je suis l'ait connu, l'ait aimé comme un aîné et comme un ami, méritait que John Camus ne tombe pas dans l'oubli. Donc, en imaginant ce dialogue post-mortem ou d'outre-tombe avec John Camus, c'est une manière pour moi d'inscrire John Camus dans l'éternité sociale. On doute même que John Camus soit post-mortem, tant il est présent, tant le dialogue, c'est beaucoup plus qu'un dialogue, on pourrait parler même de lettres, c'est presque des conversations par l'épistolaire, par la lettre. Je veux lire un extrait de cette petite lettre à John Camus. Après son décès donc, quand je retournais à la maison, je fouillais dans mon sac et en sortis mes textes. En les relisant, enfermé dans ma chambre, je précédais chaque lecture de commentaires à haute voix, comme si John Camus m'entendait. C'était ma façon de saluer sa mémoire, de lui dire, s'il m'écoutait vraiment de là où il se trouvait désormais, que je ne l'oublierai jamais. Au final, on va dire que, est-ce que vous pensez que l'écriture permet de ressusciter les morts? Oui, justement, l'écriture permet de ne pas mourir d'abord. Donc, déjà même. Oui. Donc, on n'arrive pas au stade de ressusciter les morts, mais puisque l'écriture nous permet de ne même pas mourir. Voilà, l'écriture nous permet d'entrer dans l'éternité. Donc, on est vivant, et on est vivant, et on sera toujours vivant grâce à l'écriture. Moi, je le fais parce que y a des gens qui aiment des personnes qui ne leur apportent rien de particulier. C'est ça l'amour véritable. Ils aiment des gens sans rien entendre en retour. John Camus était un aîné, mais il avait un amour particulier pour moi et c'était réciproque. Si on me demande aujourd'hui pourquoi j'aimais John Camus, je ne suis pas capable de le dire. Je pense qu'on est dans une dimension d'amour fraternel entre un jeune frère et un aîné. Et ça, pour moi, il fallait le marquer. Pour dire aux gens qui s'engagent dans les amitiés qu'il ne faut pas toujours chercher un profit quelconque. Si vous aimez quelqu'un, mais aimez la personne avec ses qualités et ses défauts. Parce que j'avais beaucoup de défauts. Et John Camus était pour moi un mentor qui essayait de me recadrer. Parce que j'étais un adolescent assez têtu. Très bien. Et donc, John Camus lui-même, ayant été avant moi un adolescent assez têtu et s'étant assagi, était un bon mentor. Je pense qu'il a essayé de canaliser un peu mon énergie. Beaucoup de passion, comme la plupart des auteurs que l'on rencontre ici. Diablesque, on va en reparler dans pas longtemps.
Mais comme l'accoutumée, si vous suivez l'émission, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui me rejoint sur la scène, quelqu'un qui a lu votre livre et qui a une question qui nous dira si oui ou non, il ou elle a aimé Diablex. L'instant lecteur. Diablesque, le manuscrit censuré, recueil de nouvelles de Charles Peumont qui fait couler beaucoup d'encre. De nombreux lecteurs l'ont lu, parfois des avis mitigés, d'autres personnes émues, certaines sont choquées, d'autres surprises de voir que c'est un jeune adolescent qui a écrit ce recueil de nouvelles. D'ailleurs, on reçoit quelqu'un, une lectrice sur ce plateau, Natagari. Vous êtes entrepreneur en éducation et vous avez lu Diablesque, le manuscrit censuré. En effet. Vos réactions? Alors, je me permets de vous emprunter votre mot mitigé. Parce que je me souviens avoir eu tout un ensemble de ressentis contradictoires. D'un côté, j'ai été admirative devant la plume de l'auteur, parce que lorsqu'on ramène les choses à leur contexte, le fait qu'il a écrit ce recueil de nouvelles alors qu'il était encore au lycée, on est tout simplement édifié. Moi, j'ai eu à découvrir des tournures, la beauté de certains passages me laissait sans voix. À côté, j'ai été effectivement choquée par la nouvelle éponyme. C'était mon ressenti premier, direct. Ensuite, j'ai aussi remarqué qu'il y avait dans l'ensemble un fort élan de fantastique qui exhalait des nouvelles. Donc j'allais même en venir à demander à l'auteur quelle était sa source d'inspiration. Et de même, quel est son rapport au fantastique? Charles Peumont, un fort attachement au fantastique Oui, déjà dans l'adolescence? Tout à fait. Les 15 nouvelles sont du genre fantastique. Parce que moi, j'ai découvert le fantastique autour des années entre 1985 et 88 par là. Et donc, j'ai découvert des auteurs qui faisaient du fantastique. Et j'ai compris que le fantastique, ce n'était pas juste l'histoire elle-même, mais la manière de la raconter également. L'écriture, vous avez lu les fils de la Vierge. Mais quand vous le voyez, c'est les fils de la Vierge, mais vous avez l'impression que c'est les fils de la Vierge. Et donc, quand vous lisez ces genres d'auteurs qui ont un autre rapport à l'écriture, vous voulez absolument essayer de les imiter. Pas imiter leur écriture, mais essayer de créer quelque chose dans leur genre. Et vous savez, moi aussi, j'étais très admiratif de Bernard Dadier. Et quand j'étais adolescent, quand j'étais plutôt enfant, j'écris depuis le CE2, il disait à peu près, bon, pour reprendre un peu les formules de Victor Hugo, qui avait dit « je serai Montesquieu ou rien », moi, c'était à peu près « je serai Bernard Dadier ». Et donc, Bernard Dadier, qui est mon auteur d'inspiration, je me dis, rends compte que Dadier n'a pas écrit dans le genre fantastique. Il a écrit dans tous les autres genres, sauf le fantastique. Donc, j'ai voulu un peu me démarquer de Dadier. Ça sont les fantasmes d'adolescents. Et donc, effectivement, je confirme que les 15 nouvelles de Diablesque, le manuscrit censuré, sont marquées par le style d'écriture du fantastique. Merci Natagari d'être venu partager ce moment de littérature avec nous. On espère vous revoir bientôt. Charles Peumont, il y a une autre question pour vous. Cette personne n'est pas sur le plateau avec nous. Elle est quelque part avec son téléphone. La question selfie. Coucou, je suis Kwame Nguessan Emma Christelle. J'ai vraiment aimé votre œuvre et j'aimerais poser une question. Ne pourrait-on pas dire que le personnage du père dans la mémoire de Plante est un peu messianique? Oui, je pense qu'on peut considérer que le personnage dans Mémoire de Plante, qui est le père de l'enfant dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, et le père dont on ne connaît pas le nom non plus, a un caractère messianique dans la mesure où attendu et pas vu, ou alors venu et pas reconnu, mais qui par son passage a un impact. C'était un leader politique, donc évidemment il avait la volonté de changer quelque chose, de révolutionner quelque chose, d'apporter un plus. Donc je pense que oui, on peut répondre qu'il a un caractère messianique, non seulement pour l'enfant, mais pour le reste de l'humanité. Et en plus, son histoire nous permet de comprendre l'importance, d'accorder un peu plus d'importance d'ailleurs, sans jeu de mots, à l'environnement. Au moment où nous écrivions Diablesque, le manuscrit censuré, 86, 87, 88, les questions de l'environnement n'étaient pas encore au centre du débat. Vous voyez qu'aujourd'hui, les questions de l'environnement sont au centre du débat. Donc je pense qu'effectivement, le personnage avait un caractère messianique. Oui, on peut le dire. Pour moi, en matière de littérature, le dit est un prétexte pour le dire. Très bien. Le dit est un prétexte pour le dire. Et vous faites bien, on a parlé de Bernard Dadier, d'Edmond About. Aujourd'hui, dans les grandes plumes, nous verrons Mohamed Mbougar Sarr.
Il est plutôt rare pour un auteur aussi jeune de figurer aux côtés d'écrivains dont l'œuvre a une importance et une influence considérable dans l'univers littéraire mondial. Pourtant, du haut de ses 32 ans, Mohamed Mbougar Sarr, écrivain sénégalais, compte parmi les auteurs africains les plus incontournables de la littérature africaine, française et mondiale. Fasciné par l'œuvre du romancier français Honoré de Balzac et du Chilien Roberto Bolaño, Mohamed Mbougar Sarr est l'auteur de 4 romans, tous salués par la critique: Terre sainte en 2015, Silence du cœur en 2017, De purs hommes en 2018 et La plus secrète mémoire des hommes en 2021. Le dernier roman a reçu en 2022 l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires françaises et mondiales, le prix Goncourt. L'œuvre de ce jeune écrivain sénégalais demeure une fine lecture du pouvoir de la littérature à interroger, comprendre et résoudre les problèmes sociaux tels que la mémoire collective, le terrorisme et les politiques du genre. Mohamed Mbougar Sarr, jeune écrivain sénégalais, qui a d'ailleurs obtenu le prix Goncourt pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes » que je suggère à tous les lecteurs et toutes les lectrices. Charles Penon, avez-vous déjà lu l'un des romans de Mohamed Mbougar Sarr? Je dois plutôt commencer Terre Sainte. Parce que je veux savoir pourquoi il écrit Sainte avec C-E-I-N-T-E. Très bien. Voilà, je veux c'est un roman magnifique. Mais non, moi, je ne lis pas les textes en fonction de ce qu'un texte a gagné, un prix ou pas. Moi, je vois le titre de l'œuvre, ou de l'ouvrage, je vois le titre de l'ouvrage, ça m'inspire quelque chose, je le lis. Et je lis beaucoup d'auteurs, même qui n'ont jamais remporté des prix, mais qui m'apportent vraiment du plaisir. Parce que comme je le dis toujours, ce que je recherche en lisant un livre, ce n'est pas tant ce qui est dit, mais la façon de le dire. Donc le dit est un prétexte pour le dire. Et d'ailleurs, c'est une manière de dire, quand il met Terre Sainte, C-E-I-N-T-E, je vais comprendre pourquoi il le dit de cette manière-là. Alors je ne le dirai pas, je l'ai lu, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tous les romans de Mbougar Sarr, qui a été d'ailleurs invité en Côte d'Ivoire récemment. Et je suis sûr que le dire et le dit seront au rendez-vous. D'accord. Charles Penon, on se rapproche du terme de notre rencontre littéraire. Vous êtes écrivain, vous êtes également éditeur, vous êtes homme politique. Mais d'abord sur la vie éditoriale, en tant que président de l'ACEDI, parce que vous êtes président des éditeurs ivoiriens. Oui, le président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Quel est le regard que vous portez sur le marché éditorial ou la vie éditoriale en Côte d'Ivoire? C'est un marché qui est en pleine expansion, qui engrange des milliards de chiffres d'affaires annuels. Quand on met ensemble la littérature générale et le livre scolaire, donc c'est un marché qui est en plein boom et ça nous satisfait. Seulement, nous pensons que l'accompagnement institutionnel manque un peu. Voilà pourquoi il salue une émission comme la vôtre. Parce qu'il manque beaucoup d'émissions de télé, beaucoup d'émissions de radio, beaucoup de journalistes spécialisés en matière de critique littéraire pour donner la dimension que nous voulons impulser à l'édition en Côte d'Ivoire. Parce que les éditeurs professionnels essaient de recueillir les textes, d'en sélectionner les meilleurs, de les publier et les mettre à la disposition des lecteurs. Mais s'il n'y a pas d'émission littéraire de grande envergure, s'il n'y a pas de journalistes de grande envergure qui connaissent l'œuvre, qui peuvent être de bons critiques, je pense qu'il y a quelque chose à corriger. Donc voilà pourquoi, dans mon mandat, je veux justement avoir un partenariat avec la presse, les médias de façon générale, pour voir comment ils peuvent nous accompagner. En plus des défis de la distribution et de la lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Il y a beaucoup de chantiers, mais je pense que déjà, le fait qu'il y ait des émissions littéraires, ça va aider à booster les ventes. Tout à fait, très intéressant. On voit que parce que c'est quand même un métier. Je pense qu'un écrivain qui s'engage dans le métier du livre, un écrivain, un libraire, en fait, tout l'écosystème du livre doit pouvoir tirer le meilleur dividende de ce métier. Très bien. Une dernière question. Écrivain, éditeur, est-ce pas difficile de conjuguer ces deux fonctions? Oh non, c'est même un avantage. Parce que moi, je suis d'abord un littéraire, c'est un sémioticien. Voilà, moi, je fais des études des lettres, mais option sémiotique. Donc, je suis un peu plus regardant. Ça m'aide à faire une bonne sélection des textes. Et en tant qu'écrivain, je peux également ressentir si l'œuvre, le texte, le manuscrit que l'auteur nous envoie, c'est un manuscrit, j'allais dire, téléphoné,
ou s'il y a vraiment de l'originalité. Et si je le sens, moi, en tant qu'éditeur, je pense que le public peut le sentir. Chers lecteurs, c'est le moment de nous quitter. Cela a été un plaisir d'être en votre compagnie pour parler de Diablex, le manuscrit censuré. N'oubliez pas de courir vers les libraires pour vous le procurer. Et comme d'habitude, on ne vous laisse pas seul, parce que lire des livres, écoutez le slam. À très bientôt. En fait, une tache blanche vient de salir ma chemise noire. J'ai mal, alors souffrez que j'en parle. Au fin de mon gang l'on tout ligne, il tient ma minouance de moi et wanzo. Lorsque des êtres censés être censés se permettent des propos insensés du genre « Que serait l'homme noir sans l'homme blanc ?» Lorsque des êtres censés être humains se permettent des propos inhumains du genre « Dieu a-t-il donné une intelligence à l'homme noir ?» L'envie me prend de leur demander de me traiter de nègre. Car nègre, je suis fier de l'être. Africain, je suis fier de l'être. Noir, je suis fier de l'être. Noir sur blanc, j'écris ce qui me hante. Parce que ce n'est pas mauvais d'accompagner un être cher qu'on a perdu, un frère. Alors je m'habille en noir pour lui dire que de lui, j'ai été fier. Un jour, mon père m'a dit que la nuit porte conseil. J'ai voulu connaître cette nuit-là, et ce jour-là, je l'ai vue. Le visage arrondi sous des cheveux noirs et crépus, toujours souriante, sa gencive noire mettait en valeur ses dents toutes blanches. Son gros nez façonné par la meilleure potière aspirait le bonheur. Sur son dur dos droit doux, dandinait le pont de liane de Mans. Mankaki blofoué, si je mens. J'ai marché sur ce pont jusqu'à tomber sur le regard attentionné de ses sœurs d'Asie, d'Europe, d'Océanie et d'Amérique. Je la savais intelligente grâce à la pyramide, à l'écriture et aux mathématiques. Je la savais courageuse grâce à la lutte de ses fils, Lumumba, Mandela, Boigny. Mais je ne la savais pas si belle et magnifique. Elle ne demande qu'à nettoyer la tache blanche qui a sali sa chemise noire, couleur d'ébène. Elle s'appelle Afrique et elle est noire, le mélange de toutes les couleurs. Le noir n'est pas que dalle, le noir n'est pas que mal, le noir n'est pas que pleurs, le noir n'est pas que douleur. Face au danger, je me réfugie dans le noir est protecteur. Être noir n'est pas une question de teint, non. Être noir est une question de sang. Alors toi noir qui fuis ta terre, toi noir qui fuis tes origines, toi noir qui te dépigmente pour fuir ta négritude. Tant que sera noire la fontaine qui coule dans tes veines, tu ne seras jamais blanc, même sous la terre, car tu es plus noir dans tes veines que sur ta peau que tu trouves vilaine. Ce n'est ni de la rancune ni du racisme, c'est juste pour réécrire l'histoire. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que l'Afrique fut le premier continent habité par l'homme, c'est que même dans les veines du blanc coule du sang noir. Africain, je suis fier de l'être. Noir, je suis fier de l'être. Le noir n'est pas que dalle, le noir n'est pas que mal, le noir n'est pas que pleurs, le noir n'est pas que douleur. Face au danger, je me réfugie dans le noir est protecteur.